Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai la chance de retrouver mon copain Arnaud Frisch. Bonjour à tous, enchanté et merci Serge pour ton invitation à nouveau. Eh bien écoute, c'est toujours un plaisir de te recevoir. On a toujours autant de bonheur à travailler ensemble. Je sais que vous êtes nombreux à avoir demandé une suite à ce premier opus qu'on a fait sur le GFX 102. On va lister un peu les différences entre le 100S2 et le 102. Deux appellations assez proches en fin de compte, avec là aussi des caractéristiques identique au niveau du capteur, mais pas mal de petites nuances qu'on va évoquer ensemble. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a quand même à la fois une différence de prix importante, aux alentours de 2500 €, et puis des fonctions qui sont pas tout à fait les mêmes. Exactement. Ah oui, quelques limitations, et on va voir si dans quelle mesure ça peut vous gêner ou pas dans votre choix. Arnaud, ça fait plusieurs mois maintenant que tu utilises le tien. Oui. Tu es passé, on va pas faire tout l'historique, mais tu as été chez Canon, ensuite tu as été chez Pentax en moyen format, Leica. Et maintenant Fuji. Quelles évolutions rapidement tu as pu voir avec tout ce matériel? Alors évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est le nombre de pixels, la définition. Mais réellement, ce que j'ai apprécié le plus en passant à 100 millions, parce que donc j'ai eu des 50 millions en moyen format, des 50 millions en 24-36 avec le SL2, Leica. Là, vraiment, les grosses différences, c'est évidemment la capacité en pixels, évidemment, mais aussi en dynamique. Et le fait que ça soit dans les deux boîtiers un capteur de nouvelle technologie qu'on appelle BSI, rétroéclairé, et bien là ça m'a permis d'avoir une beaucoup plus grande dynamique qu'avec tous les moyens formats que j'ai pu avoir ou le SL2, une capacité en reproduction des couleurs étonnante. C'est-à-dire que c'est pas forcément le premier critère pour lequel j'ai acheté ce boîtier, mais alors là, vraiment, quel bonheur d'utiliser des couleurs aussi précises, sans calibrage, sans ça, vous savez bien que le calibrage, c'est mon dada, mon cheval de bataille. Et bien là, sans calibrage, vous avez des très très belles couleurs dans un boîtier, avec évidemment beaucoup de pixels et beaucoup de dynamique. Je vous rappelle simplement que si vous avez un besoin au niveau de la calibration de votre écran, de votre imprimante, vous avez des tas d'informations sur le site d'Arnaud, que je vous mets bien sûr en lien sur la description. C'est quelqu'un qui a été un des pionniers en France de tout ce qui concerne la calibration, également de la photo panoramique. Je crois que c'était comme ça aussi que tu t'es fait connaître au travers d'une photo qui a fait presque le tour du monde. La plus grande définition à l'époque, Paris. Paris, 26 gigapixels, donc 2500 photos collées ensemble, avec un 5D Mark II à l'époque, et on est monté grâce à un ami toiturophile sur la tour nord de Saint-Sulpice. Et comme Arnaud n'est pas à court d'idées, il a aussi de remarquables compétences en astrophotographie. On va voir quelques illustrations tout à l'heure. Et vous allez voir que c'est quelque chose qu'il maîtrise parfaitement. Et là aussi, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Vous allez le voir sur des fichiers. J'ai apporté la même photo de nébuleuse faite depuis l'époque moyen format Pentax, en passant par le Leica SL2 et maintenant avec le 100 millions de pixels et le fameux 500 mm. Plus un petit multiplicateur 1.4, et vous allez voir l'évolution en capacité, en gestion du bruit, dynamique, définition, sur un même objet du ciel, où on a l'impression maintenant que j'ai photographié ça avec un télescope. Non, c'est juste, alors c'est du matériel très haut de gamme, évidemment, mais c'est du matériel photo, c'est pas du matériel astronomique. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de lister ensemble les différences, parce que c'est aussi l'objet de ce petit film, entre le 100S2 et le 102. La première chose que l'on voit immédiatement, bien sûr, d'autant que toi, tu as pris l'option du viseur détachable. Ce boîtier a un viseur détachable, contrairement au 100S2. Attention, c'est une option qui n'est pas disponible sur ce boîtier-là. Là, on a ce petit module qui permet de l'incliner, l'orienter. Donc, c'est une option. Une option, tu te souviens à quel prix? Oui, 600 € quand même. Quand même? Oui, franchement, oui. Oui, franchement. Oui. Bon, voilà, donc ça c'est la première chose. Les viseurs sont également différents, puisqu'on a 5,76 millions de points sur le 100S2, alors qu'on en a 9,44 millions sur le 102. Alors, quand on passe de l'un à l'autre, bien sûr, on voit la différence. Oui. Moi, sincèrement, quand j'ai utilisé le 100S2, venant d'un Nikon Z8, franchement, il m'a comblé ce viseur. Il est déjà très bon. Mais non, mais réellement, voilà, si vous mettez les deux côte à côte, on est bien d'accord que les millions de pixels sont bien là. C'est encore plus fin.
Moi, là, je viens de reprendre en main, je l'avais déjà pris en main, je viens de le reprendre en main et on a pu comparer tous les deux. Franchement, on n'est pas à la rue avec un viseur comme ça, on peut faire une très très belle visée avec ce capteur-là. Le grossissement est un petit peu différent, on est à 0,84 ici, on est à 1 ici. On peut monter à 1, mais on peut aussi descendre, on peut choisir 0,90, 0,84, on a plusieurs choix dans celui-ci, contrairement à celui-ci. Voilà. Et une autre précision aussi importante, le recul d'œil, le relief d'œil qu'on appelle pour les porteurs de lunettes, est un peu plus important ce surviseur-là que celui-ci. Là, à 0,84 fois, on a un très beau grand viseur. Beaucoup de boîtiers réflexes 24-36 n'ont pas des viseurs aussi grands. Donc là, ça fait un aspect loupe qui est très agréable. On peut aller encore un peu plus loin. D'autant plus si on n'est pas porteur de lunettes, parce que là on va vraiment pouvoir profiter presque d'une visée un peu hublot. En revanche, si on met le 0,84 fois dans les deux, celui-ci permet, même avec des lunettes, de mieux le voir que dans celui-ci. Voilà, des petits raffinements qu'on va égrener comme ça pendant tout ce film. Deux slots d'emplacement pour les cartes sur les deux boîtiers. Par contre, sur celui-ci, il n'y a que des cartes SD. Ouais. Et là, on a quand même accès à la carte CF Express qui permet à la fois d'avoir un plus gros débit, et ça va être indispensable pour la vidéo. Pour la vidéo qui t'intéresse. Bien sûr. Alors, j'ai fait l'essai de brancher un disque dur externe sur le 100 S2, ça fonctionne bien. Il faut simplement avoir un disque rapide, parce que lorsqu'on veut utiliser en particulier les formats, les codecs ProRes qui ont des gros débits, eh bien il faut, c'est pas n'importe quel disque dur, il faut vraiment, moi j'ai mis un Crucial X9, c'est le minimum pour avoir quelques centaines de mégabits seconde qui vont descendre, mais par contre c'est possible, et ça donne accès justement à des codecs qu'on n'a pas la possibilité d'utiliser lorsqu'on n'a que les cartes internes. On y viendra tout à l'heure dans la partie vidéo. Petite différence aussi que j'ai constatée, le shutter, l'obturateur monte au 1,16 millième sur le 100 S2 et en électronique et 1,32 millième sur celui-ci. Alors, c'est presque anecdotique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un tel rolling shutter. Franchement, pour des images statiques, il n'y a pas de problème. Dès qu'on bouge, le rolling shutter est monstrueux, mais carrément monstrueux. Je vous mettrai aussi quelques exemples, et on a des déformations très importantes. Donc, c'est à prendre avec des pincettes ce shutter électronique. Sans ça en mécanique, on est au 1,4 millième sur les deux. Voilà. Alors après, en astronomie, toujours pour revenir, je me souviens d'une photo, c'est un Français qui avait réalisé lors d'une éclipse totale de soleil une première mondiale en photographie, et c'était pas ce boîtier-là. En revanche, pour faire cette photo très originale et la première au monde, il a utilisé 1,32 millième de seconde. Vous voyez, donc celui qui aurait des accointances avec des visées vers l'astronomie de très haute définition, ce boîtier a encore un petit avantage. C'est une niche, mais c'est un avantage que je dois citer. La cadence, on est à 7 images secondes sur le 100 S2, 8 images secondes, franchement c'est à la marge, hein. On est très loin des 20-30 images secondes qu'on a sur les boîtiers 24-36, c'est pas la même utilisation, c'est amplement suffisant pour ces boîtiers-là, et c'est pas sur le 7 ou 8 images secondes que votre choix va se décider, c'est pas si important que ça. Par contre, le buffer, alors là, il est totalement différent. Et là, c'est vraiment important. Hein. On a un buffer, une mémoire tampon, pour parler français, qui est bien plus importante sur le 102 que le 100 S2. Alors, j'ai noté 2-3 chiffres, parce que ça me paraissait vraiment important. Si vous êtes en JPEG pur, vous avez 184 images possibles avec le 100 S2, et vous en avez plus de 1000 avec le 102. Si vous êtes en RAW compressé plus JPEG, ce qu'on utilise assez fréquemment quand on veut éditer en JPEG rapidement et ensuite travailler en RAW, eh bien vous avez 16 images possibles. Là, c'est là où ça devient un petit peu critique avec le 100 S2, alors que vous en avez 75 avec le 102. Alors, dans les différences très importantes, bien sûr, on va parler de la vidéo. Fuji vient de sortir une caméra spécifique cinéma avec ce même capteur. Voilà, exactement. L'Eterna, je crois. L'Eterna, exactement. Et alors là, on a donc deux approches assez différentes qui sont
plus limité, on va dire, sur le 100S2, puisqu'on a accès en interne uniquement à du H265, H264, en 422 10 bits quand même, mais on n'a pas accès au ProRes et encore moins au RAW. Tout ça en 30 images par seconde. Entendons-nous, le 30 images par seconde en H265, 422 10 bits en interne sur la SD est déjà magnifique, mais vraiment très très beau. Ce qui va manquer très rapidement, ce sont un bitframe supérieur, un nombre d'images par seconde un peu supérieur. On peut accéder à 60 images par seconde avec un disque externe. Alors ce disque externe donne aussi bien sûr accès au ProRes en 422 10 bits. Vous voyez la différence que cela peut donner en rendu sur l'image. Il faut vraiment agrandir considérablement l'image pour se rendre compte vraiment d'une grosse différence. Effectivement, post-production, on le voit. On a aussi un petit peu plus de souplesse pour retraiter l'image. Par contre, pour avoir du RAW, il faudra avoir passé par la prise HDMI avec un enregistreur externe Atomos par exemple. Il y a beaucoup d'autres possibilités en vidéo avec le 102. On a accès bien sûr au 8K. Donc ça peut être intéressant. Alors, travailler en 8K, il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui le font, hormis, on va dire, peut-être un peu en publicité, ou alors après dans des fictions beaucoup plus élaborées. Ça a un intérêt parce qu'on va pouvoir cropper dans l'image et en conservant une qualité formidable. Il y a plusieurs autres choses qui sont vraiment très intéressantes, puisqu'on a accès à de l'anamorphique avec ces boîtiers-là, à condition d'utiliser bien sûr un objectif anamorphique. Et c'est pas le tout, puisqu'on a aussi ce fameux ratio 2,35/1, le fameux ratio cinémascope, directement accessible sur le 102. Il n'existe pas pour l'instant sur le 100S2. Ça aussi, je peux vous assurer que ça fait une image, mais alors c'est à tomber. Moi, je suis amoureux de ce format-là. Et ce qui est très très agréable, c'est qu'on l'a en visée directe. Donc on se rend compte tout de suite au tournage, du cadrage et de ce que l'on va pouvoir faire dans ce format. On a aussi bien sûr directement accès au 4K 60 images par seconde sur le 100S2 alors qu'on est limité aux 30 images par seconde sur le 100S2. Là aussi c'est important. Pour monter en 60 images par seconde, on peut le faire sur le 100S2, mais on passe en Full HD. Honnêtement, c'est un peu dommage, je trouve, de se retrouver sur du Full HD avec un capteur surtout aussi élaboré. Oui, alors les deux boîtiers sont stabilisés avec une très très bonne stabilisation. C'est assez étonnant. Moi j'ai été surpris que ce soit en photo où on descend, on a 8 stops de stabilisation, on est compte, avec un capteur aussi important, aussi grand, ça ne doit pas être si facile à faire au niveau de la stabilisation d'un format aussi important. Et en vidéo, alors là en vidéo, on peut utiliser ce 500 qui est excellent, hein, vraiment très très bon, je répéterai jamais assez, et moi il m'a vraiment scotché, surpris, et on peut utiliser ce 500 y compris à main levée sur de la faune, des oiseaux, enfin tout un tas de choses parce qu'il n'est pas trop lourd. Je vous ai mis des photos de comparaison, tout de suite on va le voir un petit peu entre le 180-600 et le 500. Vous voyez tout de suite que le 180-600 est nettement plus gros et plus lourd que le 500 alors qu'on est sur fabriqué en magnésium. C'est sûrement une nouvelle tendance chez plein de fabricants et chez Fuji notamment. Un dernier point aussi qui est important, qu'on n'a pas encore évoqué, l'ergonomie. Oui. Voilà. Il y a vraiment une différence de poids. Le boîtier, vous voyez, un petit peu plus encombrant, un petit peu plus lourd. Mais il y a une véritable différence ergonomique au niveau du nombre de touches et à leur position, qu'on peut évidemment personnaliser, comme sur pratiquement tous les boîtiers. Et là, pour moi, ça fait un vrai avantage décisif quand je fais de la photo à main levée. Je ne travaille pas toujours au trépied. Quand je fais de la photo à main levée, c'est un vrai avantage d'avoir autant de nouveaux boutons qui n'apparaissent pas. Il faut pour maîtriser le prix, Fuji a quand même pris un boîtier qui datait de 2018, donc avec une ancienne ergonomie. Voilà, ça c'est une vraie différence aussi sur ces deux boîtiers-là. Pour moi, c'est un inconvénient, et là c'est sur les deux boîtiers, c'est la lourdeur et la complexité des menus. Oui.
Ah là oui, là n'est pas Leica qui veut. Moi qui ai goûté au Leica, la personnalisation des menus. Vous avez évidemment des customs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais en fait, comme on peut enregistrer finalement assez peu de choses dedans, on est tout le temps obligé d'avoir accès au bouton menu et de personnalisation. Ça, c'est vraiment pénible. J'espère, faut que je travaille en ce moment mon japonais pour pouvoir écrire aux ingénieurs et demander à ce qu'ils nous fassent une personnalisation comme sur le Leica où on peut absolument enregistrer tous les menus dans leur ensemble et pas quelques-uns sélectionnés par Fuji. Ça, voilà. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Oui, là, ça, c'est le défaut ergonomique. Alors là, pour le coup, mais là, les deux sont à égalité. Là, ils sont complètement à égalité. Avec là aussi, au niveau du paramétrage de l'AF, vous allez voir que c'est quand même loin d'être évident. Les explications sur les notices Fuji sont fumeuses, pour pas dire ténébreuses. Donc, il va falloir faire pas mal d'essais. Je vous mettrai quelques raccourcis, puisque l'un et l'autre, on a pu aussi essayer pas mal de choses. En plus, il y a deux notices. Il y a une notice d'une centaine de pages et là, il y a la notice de 400 pages. Et donc, quand vous avez vraiment besoin de précision, allez voir dans la 400 pages, qui est un peu mieux traduite que la 100 pages. Mais ça n'empêche que oui, avec un ami qui a le même boîtier que moi, on s'appelle souvent. Et alors comment tu as finalement réglé ce souci-là ou ce paramétrage-là? Et on a des fois besoin d'aller au-delà de la traduction. On est un peu critique. Non, là vraiment, là, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas pratique. Voilà. Tu passes du mode astro au mode rapide et tu as oublié de mettre le retardateur, tu as oublié d'enlever le retardateur et autres, et on peut pas, simplement en changer le C, on peut pas y avoir accès directement. Donc non, ça c'est pas agréable. Il y a des vraies lacunes d'ergonomie. Alors petit préambule pour le réglage de l'AF. Normalement, je dis bien normalement, il ne devrait pas y avoir de différence. Les modules AF sont assez semblables entre le 100S2 et le 102. On a quand même constaté avec Arnaud une rapidité un tout petit peu supérieure sur le 102. Donc voilà, dans les faits, ça va un petit peu plus vite. Et puis surtout, comme la mémoire tampon, le buffer est beaucoup plus important, on a vraiment quelque chose qui reste continu jusqu'au bout, alors que quand le buffer est rempli sur le 100S2, même s'il va quand même déclencher quelques dixièmes ou centièmes de seconde un peu plus tard une nouvelle photo, on sent que cette mémoire tampon pleine a tendance à ralentir aussi un petit peu l'AF. On va essayer de faire un petit peu le tour de ces menus AF pour Fuji, parce que franchement c'est quand même pas une sinécure. Alors, vous avez donc l'onglet, vous allez sélectionner ici sur la gauche AFMF. Vous avez commencé par la zone de mise au point. Donc là, vous pouvez, avec la roulette arrière, sélectionner les différentes formes et les différentes tailles de la zone de mise au point. Jusque-là, je vais dire, rien de bien sorcier, c'est assez facile. Ensuite, vous allez passer dans le mode AF. Alors, le mode AF, vous avez 4 menus. Point unique quand vous avez besoin d'avoir un objet précis, quelque chose qui est un peu statique et vous allez le mettre au point. Vous voyez, ça fonctionne relativement bien en mode photo. Si je m'éloigne, si je change de point de vue, il n'y a pas de problème. Ça revient assez vite et c'est assez efficace. Ensuite, vous avez dans les modes AF la zone. Vous voyez que là, on a la taille de la zone que vous pouvez bien sûr déplacer à loisir avec le pad. Cette zone, je l'utilise vraiment fréquemment. C'est pour moi quelque chose qui est efficace, qui est rapide et qui permet de sélectionner déjà au préalable l'endroit où on pense qu'il va falloir mettre au point. Ensuite, vous avez le large suivi. Ça peut être assez intéressant dans certains cas, puisque vous allez pouvoir sélectionner directement sur l'écran, en touchant l'écran simplement. Et là, vous avez l'objet ou la cible qui reste en fait dans la zone de mise au point, y compris si vous bougez votre cadrage. Vous voyez, ça c'est quand même assez pratique. Alors ça c'est limite dans la mesure où on va pas trop vite, c'est pas trop loin, que le sujet est bien identifié, qu'il y a pas mal de lumière, voilà. Mais ça peut rendre quand même un certain nombre de services à certains moments. Enfin, vous avez tous. Alors ça, c'est assez efficace quand vous faites du sport, quand vous ne savez pas exactement où le sujet va apparaître. Et puis, vous voyez que ça suit quand même relativement rapidement, une fois de plus en mode photo, avec à la fois la correction d'expo et puis aussi la mise au point qui intervient. Donc ça, c'est quand même aussi une fonction que j'utilise régulièrement. Maintenant, dans chaque sélection de mode AF, vous pouvez aller plus loin et vous pouvez avoir les réglages personnalisés.
Donc là, on rentre dans 6 fonctions différentes, 6 réglages différents. Le multifonction qu'on va utiliser le plus couramment, qui fait un petit peu tout. Vous avez ensuite ignorer les obstacles. Alors ça, c'est très intéressant quand effectivement on suit des animaux, qu'il y a des obstacles. Là, vous allez pouvoir avoir quelque chose qui n'interfère pas avec le premier plan qui peut être un peu différent du sujet principal. Ensuite, vous avez accélération, décélération du sujet. Vous avez également apparition soudaine du sujet. Vous avez également le déplacement aléatoire du sujet. Et enfin, un custom que vous allez pouvoir personnaliser comme vous le souhaitez, avec des fonctions plus rapides ou plus lentes. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai mis, bien sûr, au plus rapide pour essayer de voir une différence. Je suis allé sur le terrain avec Daniel. On s'est amusé à tester l'ensemble de ces différentes personnalisations, de ces différentes fonctions. Pour ce premier essai, je suis en point unique sur le réglage personnalisé. Je suis en multifonction. Vous allez voir qu'on a quand même un ensemble de photos qui sont bien nettes, bien sympas. Avec ce 500 mm, l'équivalent on a 420 en plein format. On a vraiment un bokeh qui est superbe. Et jusqu'à une distance, on va dire, raisonnable. On a des photos qui sont déjà vraiment bien piqué. On est prêt là, hein. On est à, je dirais, environ 2 mètres 50, 3 mètres à peu près de distance entre le photographe et le sujet. Alors en zone, avec toujours le multifonction, on est sur quelque chose d'assez semblable, si ce n'est qu'on a une continuité peut-être un petit peu meilleure et une distance minimale de mise au point qui est un tout petit peu plus proche. Vous voyez là, on commence à décrocher, mais on rattrape sur une ou deux images. Pour cet exemple, j'ai choisi ce qui me paraissait être le plus efficace dans les modes AF, à savoir le mode zone, et j'ai choisi dans le réglage personnalisé AFC l'accélération-décélération du sujet. Vous allez voir qu'on a quand même assez peu de différence par rapport à tout à l'heure, si ce n'est quand même, je trouve, une netteté peut-être encore un peu plus grande. Alors je suis monté un peu en ISO parce que j'avais pas tout à fait cette vitesse, il s'est mis à neigeoter plus ou moins, mais vous voyez que ça reste quand même vraiment plus précis, donc on gagne un petit peu avec ce réglage personnalisé accélération-décélération, si ce n'est que à la fin on a toujours ces petites variations. Vous voyez, c'est encore très bon, on est assez près, plus près que dans les zones précédentes. Là, ça y est, on décroche, et là, c'est fini, on est trop près. Alors voici le réglage que j'ai trouvé vraiment le plus efficace. Quand même, moi, j'y ai passé pas mal de temps, ça vous fera, j'espère, gagner un petit peu de temps. On est donc en mode AF, on est en zone, toujours. On peut aussi sélectionner le tous, qui marche presque aussi bien, mais le zone est encore un tout petit peu plus rapide. Et surtout, dans le réglage personnalisé, AFC, eh bien, j'ai choisi le custom, paramétré au plus rapide. Et là, on arrive quand même à quelque chose qui, à mes yeux, fonctionne vraiment, vraiment bien. On sent que Fuji a vraiment soigné ses algorithmes, a cherché vraiment à aller au bout de ce qu'est capable de faire ce capteur, qui n'est pas un capteur empilé, hein, je vous le rappelle. Donc forcément, il y a quand même des limites. On a vraiment une image qui est vraiment superbe. Regardez ça, ce détail, cette précision. On est à 3200 ISO, agrandi 200 fois. C'est quand même remarquable. Il y a encore fort peu de temps, les moyens formats n'arrivaient pas à ça, voire même les hybrides en plein format. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est superbe, qui est très beau, c'est le plus efficace. Je ne vais pas trop vous détailler parce que le film serait vraiment trop long. La sélection de sujets également que l'on peut faire, et on a la possibilité de choisir soit la détection de l'œil, des yeux, du visage, ce que j'ai fait en l'occurrence pour reprendre Daniel, et aussi classiquement sélectionner les oiseaux, les voitures, les trains, etc. Alors j'ai fait pas mal de tests sur les oiseaux et ça marche, mais alors vraiment très très bien. Lorsqu'on a sélectionné le mode AF zone et le custom au plus rapide avec la sélection d'oiseaux, croyez-moi, vous n'allez pas en rater tant que ça. Alors la qualité que l'on peut obtenir des images de ces deux boîtiers est superlative, c'est d'ailleurs le point fort de Fuji, à la fois avec les simulations de films et aussi la qualité même des optiques. Donc on a de très très belles images, la montée en ISO est aussi très bonne, on peut aller sans aucun problème jusqu'à 6400 ISO, sans pratiquement aucun post-traitement, 12008 passe encore vraiment très bien, et vous ne pouvez pas être déçu par les images du GFX 100 et du 100S2. On
va se diriger tout gentiment sur la conclusion un petit peu de cette comparaison. Pour moi, tu me diras ce que tu en penses après, mais pour moi, l'écart de prix est amplement justifié. Certes, c'est une somme, mais il y a quand même beaucoup de choses supplémentaires sur le 102. L'ergonomie, on en a parlé, le buffer, on en a parlé, l'AF que j'ai également bien pu comparer, les viseurs, la carte mémoire, les modes vidéo. Bref, tout ça fait vraiment beaucoup de choses et ça justifie largement 2500 € de plus, même si, une fois de plus, on est dans un budget conséquent de 8000 € pour ce gros boîtier. Pour un boîtier de 100 millions de pixels en moyen format, donc la crème de ce qui se fait aujourd'hui. Exactement. Donc voilà, est-ce que tu as envie de rajouter quelques... Non, vraiment là, j'avais vraiment besoin d'en savoir plus sur cette fameuse autofocus, pour ça que je suis ravi d'être avec toi. C'est vraiment quelque chose que je pratique pas complètement en tout cas, parce qu'il y a des fois, on fait des reportages un peu à main levée, et je suis rassuré de savoir que là aussi, j'ai bien fait d'acheter ce boîtier-là, même si c'est pas de la qualité première qui m'a fait le choisir. Oui. Donc j'étais vraiment très content d'avoir ton expertise là pour le coup. Et puis si ça vous tente, n'hésitez pas à acheter 2 ou 3 batteries, ça consomme. Exactement, c'est une très bonne remarque parce que je voulais en parler précédemment. On en a parlé tout à l'heure encore et on était tous les deux d'accord. Et voilà, il faut au moins 3 batteries. Au moins 3 batteries. Oui, ça c'est le minimum, ça consomme quand même pas mal et en vidéo encore plus. Donc si vous voulez vraiment faire beaucoup de vidéos... Voilà, ça serait peut-être ça les points faibles. L'ergonomie des menus notamment et les batteries. Moi qui ai la chance d'avoir ce boîtier depuis quelques temps maintenant, depuis 6 mois, c'est vraiment les 2 points qui sont auxquels il faut penser. Notamment l'ergonomie. Sinon pour le reste, mais quel régal. Vraiment, je suis enchanté par ce boîtier. C'est le meilleur boîtier que j'ai eu. On dit toujours ça, évidemment, mais réellement là, et avec un gap plus significatif que les autres fois par rapport à mes boîtiers précédents. C'est vraiment quelque chose. C'est quelque chose de très agréable pour moi en tant que passionné de photographie et en tant que pro. C'est un boîtier rassurant. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis. J'espère qu'on va pouvoir continuer cette collaboration, qu'on a toujours autant de plaisir l'un et l'autre à produire et à vous présenter. Et puis, oui, il y a encore pas mal de choses à dire, y compris sur Fuji, sur d'autres boîtiers peut-être. Et puis, il y a, je crois, un moyen format qui arrive encore compact. Compact. Il y aura sûrement plein de choses à dire là aussi. Amis fugistes, n'hésitez pas à nous suivre. Et puis, si la marque a envie de nous prêter ce petit compact, on serait ravis de le tester et de l'essayer. Moi, il m'intéresse. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Merci beaucoup.